Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va entre autres parler d'Instagram et de Messenger qui mettent en place un système de contrôle parental un petit peu plus poussé. Je vous parle de ça juste après l'intro. C'est parti. Allez les amis, on débarre. C'est parti. De l'IA d'Imokuji. Je crois qu'il y en a un petit peu dans le programme. Oui, il y en a un petit peu. J'avais comme un doute. Je vous partage ça de suite. Donc on démarre effectivement avec cet article de Presse Citron qui nous parle de Instagram et de Messenger avec des nouveaux outils pour surveiller les ados. Donc si jamais vous êtes parent évidemment et que vous avez des ados à la maison ou des enfants à la maison ou des enfants qui vont plus tard grandir et probablement utiliser les réseaux sociaux, je pense que cet article va vous intéresser. Ils ont fait pas mal d'efforts à ce niveau-là et franchement c'est plutôt une bonne chose. On continuera sur notre lancée en parlant de Telegram également. Telegram qui lance les stories. Voilà, donc apparemment il s'était positionné, je crois que ça, enfin, le boss de chez Telegram n'était pas forcément pour éviter de faire un peu du copier-coller. Et puis finalement ils s'y sont mis à cause de la demande très importante des utilisateurs de Telegram qui souhaitaient en fait en avoir. On y reviendra. Ensuite un sujet hyper intéressant, on va parler donc de crypto. Alors c'est pas exactement de crypto parce que bon, nous c'est pas une chaîne crypto, on est quand même plus orienté numérique, mais quelque chose qui risque d'avoir un impact pour nous. L'euro numérique s'appelle Cash Plus, mais a-t-il une chance? Donc en fait, l'Europe veut mettre en place une monnaie numérique, voilà, une monnaie alors qu'ils appellent stablecoin, hein, c'est-à-dire, je rentrerai pas trop dans les détails de la crypto parce que je suis pas du tout dans cette thématique-là et je connais très peu. Mais voilà, les stablecoins qui sont, on va dire, en opposition à certaines monnaies virtuelles un peu volatiles et qui je dirais, voilà, ont tendance des fois à baisser puis monter, etc. Alors que les stablecoins, ce sont des monnaies virtuelles qui ont pour vocation justement d'être plutôt stables. Mais même là, il y a encore à redire. Du coup, l'euro qui ne veut pas, enfin l'Europe qui ne veut pas se faire, ils ne veulent pas se faire devancé et un peu surpassé par tout ce qui se passe au niveau des monnaies numériques et tout ce qui s'est développé ces dernières années. Donc pour être plus précis, c'est la Banque Centrale Européenne. Ils ont un projet de mise en place de leur propre monnaie numérique. Et donc, quid de est-ce que ça va fonctionner et surtout est-ce que ça viendrait remplacer l'argent cash tout simplement. Donc voilà, quelque chose qui va vraiment avoir un impact dans notre quotidien. Ensuite, on va parler des frais de livraison d'Amazon. Donc ça, je sais qu'on en avait déjà parlé, donc plus sur un chapitre e-commerce. L'État qui avait imposé, on en avait parlé il y a quelques temps, à Amazon et voilà un peu à tous les géants du numérique, d'avoir un prix de livraison minimum pour les livres. Tous les livres, je crois que c'était en dessous de 35 euros. Puisque voilà, Amazon étant un géant du e-commerce et notamment de la partie vente de livres, je crois qu'en Europe c'est ceux qui vendent le plus, sauf erreur de ma part, il me semble qu'ils en parlent dans l'article. Eh bien, ce qui se passait, c'est que par les petites librairies de quartier et autres ne pouvaient pas tellement lutter, notamment contre la livraison gratuite qu'imposait Amazon. Du coup, il y a eu une première loi qui les a obligés à rendre ça payant, donc ils ont fait payer ça 1 centime. Et là, du coup, il y a une nouvelle loi qui a été mise en place et votée pour imposer des frais de livraison de 3 euros minimum pour tout ce qui est en dessous de 35 euros. Et donc, là, c'est un petit peu la guerre. Donc, Amazon essaye de contrecarrer un petit peu les plans qui ont été mis en place. Salut Benta, comment ça va? Très heureux de t'accueillir. Ensuite, on enchaînera avec un article de l'usine digitale et Zalando qui attaque le DSA devant la justice européenne. Donc Zalando, ouais, géant du e-commerce également. Ils font des chaussures, mais ils font pas que ça, je crois. Et donc le DSA, le Digital Service Act, que vous connaissez, on en a déjà pas mal parlé, qui en gros va imposer un certain nombre de réglementations et de contraintes, on va dire, pour des géants du numérique. Et Zalando, en fait, qui a été désigné parce qu'en fait, il y a toute une première phase où il fallait soi-même se déclarer comme faisant partie des critères, on va dire, désignés par cette loi. Et si vous ne le faisiez pas, ça se faisait de façon un peu tacite. Et du coup, Zalando a été désigné par effectivement, par l'Europe comme faisant partie, on va dire, des entités visées par ce texte. Et eux sont complètement contre. Et donc, on va voir ça. C'est un cas assez intéressant parce que ça peut faire jurisprudence sur pas mal de choses à la suite.
Ensuite, on va parler également sur un tout autre chapitre des entreprises qui faisaient tellement rêver, donc Google, Amazon, etc., qui aujourd'hui ne font plus tellement rêver, on va dire, les cadres supérieurs, les voilà, écoles de commerce, ingénieurs, etc., etc., puisque les GAFAM étaient très trendy il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et donc là, pas mal de stats qui ont été mise en place pour essayer de voir un peu l'attrait de tel ou tel secteur. Et en fait, je pense que le côté un peu volatile et versatile de ces entreprises-là, où tu te fais dégager du jour au lendemain, a mis à mal un peu toutes les politiques RH. Et puis voilà, il y a un truc assez rigolo, le titre est assez drôle. Désolé Google, les jeunes cadres préfèrent l'argent de Total que les toboggans, au toboggan. Ça, je trouve ça très très drôle. Donc voilà, c'est plus sur le chapitre RH, on va dire, et numérique en général, mais voilà. Et on parlera également de YouTube. Alors ça, on avait déjà évoqué il y a quelques temps, mais ça restait un peu de l'ordre de la rumeur. Et là, il semblerait que ça se précise véritablement. YouTube qui nous imposerait de stopper les adblockers, donc tout ce qui est bloqueur de publicité. Et donc là, quelques infos qui sont ressorties avec déjà voilà, des espèces d'aperçus, on va dire, de ce que ça donnerait. Après une lecture de quelques vidéos, enfin, je vous expliquerai un petit peu les règles qui risquent d'être mises en place, mais ça se profile vraiment, voilà, ça devient de plus en plus concret et donc il y a de fortes chances que si vous n'avez pas de compte premium et que vous utilisez des bloqueurs de pub, vous risquez de devoir les désactiver tout simplement et de vous manger des pubs. Et on terminera par une petite mise à jour de mi-journée, mais là on ira très très vite là-dessus. C'est plus à titre d'information. Voilà un petit peu pour le plan. Ça va très bien Benta, merci. Et toi-même? On est vendredi, fin de journée, voilà, fin de semaine pardon plutôt. Et du coup, on va essayer de terminer cette semaine en beauté, en commençant par le petit tour de l'actu comme on fait d'habitude. Alors je vous rappelle que à partir donc de la semaine prochaine, incluse, on attaque du coup les horaires d'été, on va dire. Donc pour le mois de juillet, on ne fait plus qu'une matinale par semaine, puisque ben voilà, si vous, je pense que vous avez un peu la culture de Twitch et que vous connaissez un petit peu les pratiques. À partir de l'été, en règle générale, il y a de moins en moins de monde parce que les gens partent en vacances et voilà, et c'est bien normal de faire une petite coupure. Donc nous, on va faire un service réduit, on va dire, pour juillet. Donc il y aura une matinale par semaine le vendredi, donc comme actuellement. Et puis après en août, on coupera carrément pour faire vraiment la pause estivale. Voilà. D'ailleurs très drôle, j'ai parlé hier avec Xavier, qui lui-même est parti, voilà, et ça m'étonnait qu'il soit pas là mercredi dans le stream, et donc il est parti effectivement dans le cadre de ses vacances slash boulot. Donc vous voyez que tous les habitués du stream de toute l'année, évidemment, petit à petit partent en vacances. Donc c'est tout à fait logique, on entre dans la période un peu estivale, quoi. Alors, on démarre du coup avec, le premier article, article 2, Presse Citron. Article de Xavier, tu nous manques déjà, ouais, c'est ça. J'ai parlé avec lui, t'inquiète que là où il est, je pense qu'il s'est mis bien. Bref. Donc, premier article, Instagram Messenger, quels sont les nouveaux outils pour surveiller les ados? Donc, effectivement, tout un tas d'outils de contrôle parental qui ont été mis en place. Je commence à lire l'article, évidemment, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Et je reviendrai dessus. Donc si vous avez des ados qui utilisent Messenger et ou Instagram et que vous souhaitez avoir un œil sur leurs activités sur ces plateformes, Meta a de bonnes nouvelles pour vous. Dans un billet de blog, l'entreprise annonce une nouvelle série d'outils de contrôle parental. Sur Messenger, Meta propose les tout premiers outils de supervision qui ne donnent pas pour autant accès au contenu des messages. Donc on a une espèce d'aperçu comme ça là qui nous montre la tête que ça devrait avoir. Plus précisément, les parents pourront savoir combien de temps leur enfant passe sur l'app de messagerie. Ils pourront aussi superviser la liste de contacts Messenger de leurs enfants. Et ils pourront être notifiés si l'ado active cette option lorsqu'il y a eu un signalement. De plus, les parents connaîtront les paramètres de confidentialité de leurs ados et sauront qui peut les contacter sur l'app, amis, amis des amis, etc., etc. Donc on peut voir un peu ce que ça va avoir comme tête, cette partie contrôle parental. Voilà, où c'est marqué effectivement supervision qui a été mis en place depuis telle date, les temps qui sont passés, les contacts, etc., etc.
Pour le moment, ces fonctionnalités ne sont proposées qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi qu'au Canada, mais Meta indique qu'il va déployer celle-ci dans d'autres pays plus tard. Concernant Instagram, il y avait déjà des choses qui étaient mises en place, mais là ils ont poussé encore plus. Donc sur Instagram, qui propose déjà un système de contrôle parental, Meta apporte aussi de nouvelles fonctionnalités. Lorsqu'une personne mineure bloque quelqu'un sur Instagram, elle reçoit une notification invitant à solliciter la supervision des parents. Lorsque le contrôle parental est activé, les parents auront par ailleurs accès à des informations supplémentaires sur les contacts. Donc ça c'est plutôt cool. Ça permet vraiment de protéger vos jeunes et d'être toujours à disposition si jamais, sans être trop intrusif. Ceux-ci ont déjà accès à la liste des abonnés et des abonnements, mais ils pourront aussi savoir combien leurs ados ont d'amis en commun avec ces abonnés ou ces abonnements. L'intérêt, je pense, c'est que si vous voyez une personne si vous voyez une personne qui en gros a 100 amis en commun, on va dire, c'est beaucoup plus rassurant que quelqu'un qui sort de nulle part et qu'on ne connaîtrait pas. Tac, donc on a une petite citation de Meta. Cela aidera les parents à comprendre dans quelle mesure leur adolescent connaît ses comptes et à susciter des conversations hors ligne à propos de ses connexions. Ensuite, en plus du renforcement du contrôle parental, Meta annonce aussi des fonctionnalités destinées à mieux protéger les mineurs contre la surexposition aux écrans et contre les personnes mal intentionnées sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une discussion qu'on avait eue. Je ne connais pas votre avis sur l'idée, mais y a beaucoup d'études qui ont été mises en place et qui révèlent justement le côté un peu alarmant de la surexposition des plus jeunes. Voilà, quels que soient les âges, j'ai l'impression que les gens autorisent leurs jeunes à accéder aux écrans de plus en plus tôt. Et du coup, fatalement, il y a des risques de santé, il y a des risques aussi de comment est-ce que on guide en fait les plus jeunes pour éviter de tomber dans certains pièges. Donc voilà, il y a quand même tout un débat et tout un sujet là-dessus des réseaux sociaux, d'essayer de protéger justement les plus jeunes. Je lisais là encore un article il n'y a pas très longtemps où ils indiquaient que Meta allait ouvrir toute la partie réalité virtuelle, je crois, à partir de 10 ans. Ce qui pour moi est... je sais pas. On en parlera juste après si vous voulez, mais je trouve ça un peu, un peu limite. Je ne connais pas votre avis sur le sujet. Mais qu'est-ce que tu ferais à partir de 10 ans, aller sur des trucs de réalité virtuelle c'est un peu tôt, quoi, je trouve, personnellement. Mais bon, voilà, après, ça, c'est un débat qu'on peut avoir si jamais vous n'êtes pas d'accord. Donc, effectivement, en plus du contrôle parental, ils vont mettre en place donc, des fonctionnalités destinées à mieux protéger les mineurs contre la surexposition aux écrans et contre les personnes mal intentionnées sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, un ado pourra recevoir une notification quand il passe plus de 20 minutes sur l'app. Quant à Instagram, celui-ci déploie une fonctionnalité appelée Quiet Mode. Quand celle-ci est activée, les notifications sont désactivées et le profil affiche que l'utilisateur a activé ce mode pour qu'il ne soit pas dérangé. Et pour protéger les mineurs sur la messagerie, Meta restreint les invitations à entrer en contact. Voilà, donc il y a un certain nombre de restrictions. Donc avant de pouvoir envoyer un message à quelqu'un qui ne le suit pas, les gens doivent maintenant envoyer une invitation pour obtenir leur permission de se connecter. Les personnes ne peuvent envoyer qu'une invitation à la fois et ne peuvent pas envoyer d'autres tant que le destinataire n'a pas accepté l'invitation à se connecter. Donc voilà, du coup, quelques précautions supplémentaires sur la partie message parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le web, il y a aussi quelques détraqués. De plus, ces invitations sont limitées à du contenu texte pour que les gens ne reçoivent pas des contenus photos et vidéos inappropriés. Je pense qu'évidemment, tout le monde comprendra à quoi ça fait référence. Voilà, des choses un petit peu olé, on va dire, qui pourraient être très très dérangeantes chez nos plus jeunes. Voilà un petit peu, donc pas mal de choses de ce côté-ci. Je trouve ça plutôt intéressant que Meta ait pris le problème à bras le corps et s'y intéresse. Je pense qu'il y en a à peu près tous à y gagner. Mais après, c'est vrai que je voulais connaître un peu votre avis sur cette... alors, je sais pas si je vais retrouver cet article. Si je marque Meta 10 ans VR, à mon avis, je devrais y retomber. Ouais, voilà, c'est celui-ci, l'éclaireur Fnac. Alors, est-ce que c'est moi qui suis un vieux con ou est-ce qu'on est d'accord avec moi? Meta va permettre aux enfants de 10 ans d'utiliser ces casques de réalité virtuelle. Parce qu'en fait, actuellement, si j'avais bien... Alors, je ne l'ai pas forcément mis dans ma liste, cet article, mais je trouverais ça intéressant d'avoir votre avis là-dessus.
Donc effectivement, actuellement on peut créer un compte à partir de 13 ans, voilà, c'est sur la partie réalité virtuelle, etc. Mais sur Facebook, je sais plus combien c'est. Et là, ils abaisseraient en fait à 10 ans avec la possibilité de... Enfin, il faut que les parents puissent consentir en fait enfin, le fait d'être inscrit. Donc, ouais. Est-ce que vous, ça vous choque ou pas ben, voilà, d'abaisser à cet âge-là? Quel âge vous donneriez et qu'est-ce qui vous paraîtrait à peu près cohérent, même sur les réseaux sociaux de façon générale? Est-ce que vous avez un avis là-dessus, les amis? Tac, tac, tac. Tout en sachant que je trouve que c'est quand même pas mal. Enfin, bon, après, ça va certainement progresser, hein, parce que là, pour moi, c'est des outils relativement classiques et banals. Et d'ailleurs, je trouve ça étonnant qu'ils n'en aient pas mis plus tôt. Euh, je trouve ça bien que ça aille dans ce sens-ci, parce que bah, déjà, je trouve ça aberrant depuis le temps que Instagram et Messenger existent, qu'il n'y avait pas déjà des fonctionnalités de contrôle parental. Après, reste à savoir, est-ce que les personnes vont vouloir s'y plier ou pas? Est-ce que les plus jeunes vont vouloir s'y plier ou pas? Parce qu'il faut qu'il y ait une acceptation du côté du jeune. Donc voilà, ça risque d'être un peu la guerre à la maison, quoi. Voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Je réagirai dessus sans souci. Et du coup, on va continuer sans plus attendre sur l'article suivant. Si jamais vous n'avez pas plus à dire, ben, moi non plus. On va enchaîner du coup sur un article du blog du modérateur. Toujours sur la thématique, je dirais, des réseaux sociaux. Et Telegram qui lance ses formats de stories, donc un petit peu particulière, hein. Ça va pas être exactement comme ce qu'on connaît, il y a quelques nuances. La personne, alors j'avais lu ça, je crois que c'est dans l'article, ils le disent, hein, ouais, il parle du PDG qui effectivement au début était plutôt opposé en fait au fait de mettre en place des stories, parce que selon lui c'était en fait c'est ce côté suiveur en fait qui gênait un petit peu, le fait de se dire bah on va faire comme les autres, et du coup c'était assez dérangeant, on va dire, pour d'un point de vue de, bah, voilà, de se dire non, Telegram a sa propre identité, sa propre façon de faire, et copier tous les autres, bah, ça va rendre ça un petit peu insipide et c'est un peu dommage. Mais en fait, force est de constater que les utilisateurs de Telegram ont poussé pour avoir justement ces formats, bah, finalement ils ont plié. Donc l'article dit ceci: dans un message diffusé sur son channel Telegram, Pavel Durov annonce le déploiement imminent des stories sur son service de messagerie. Prévu pour juillet, la nouvelle fonctionnalité de l'application misant sur la sécurité des échanges reprend le concept popularisé par Snapchat, puis repris par Instagram, le partage de photos et vidéos éphémères. Dans son communiqué, bon alors partage de photos et vidéos éphémères égale stories, hein, vous aurez compris. Dans son communiqué, le PDG de Telegram rappelle avoir été initialement opposé à l'idée d'implémenter une fonctionnalité déjà disponible partout, mais justifie son choix par une demande croissante des utilisateurs pour une feature équivalente à ce que propose Instagram. Telegram ne serait pas Telegram si nous n'écoutions pas nos utilisateurs et si nous n'innovions pas sur les formats existants, plaide-t-il. Hasard du calendrier, Instagram a récemment lancé les canaux de diffusion, hein, on en avait parlé, donc vous savez, ces espèces de formats dans lesquels vous avez, c'est un peu comme des conversations, on va dire, et donc il y a la personne en fait qui est à la tête de ce canal peut envoyer de l'information et les gens ne peuvent que réagir, c'est-à-dire avec des emojis ou bien répondre à des sondages. Donc très généralement c'est utilisé par les influenceurs type Lena Situation ou autre, qui veut être un petit peu plus proche de sa communauté, etc., et qui du coup va lancer son propre channel dans lequel elle va donner des infos un peu exclusives, et donc vous êtes obligé de rejoindre ce channel, et pour rejoindre le channel vous devez évidemment être abonné à son compte. Donc voilà, c'est un peu cette feature là dont il est question. Donc, hasard du calendrier, Instagram a récemment lancé les canaux de diffusion pour les créateurs de contenu, un format rappelant étrangement la proposition de Telegram et sur lequel WhatsApp s'est également positionné. Donc effectivement, là pour le coup, c'était eux ils se copient les uns les autres sur les features, quoi. Le combat des messageries bat son plein, chacun s'inspire des autres pour lancer de nouvelles fonctionnalités, mais les plateformes, en continuant de se copier, ne risquent-elles pas de perdre leur identité? Ça, c'est tout. C'est toute la question.
Dans son message qui l'accompagne d'un aperçu, Pavel Durov détaille sa vision du format Stories à la sauce Instagram. Donc ils veulent apporter un petit peu leur petit plus. Dans les grandes lignes, le principe est similaire à ce que propose la concurrence, mais avec plusieurs nuances. Donc déjà, il y a une notion de confidentialité. Il sera possible de réguler avec précision les personnes pouvant visualiser vos stories. Donc soit ça sera tout le monde, soit ce sera tous vos contacts, soit ce sera une sélection de contacts ou encore une liste d'amis proches. Donc on pourra aller vraiment dans une granularité hyper détaillée. Côté interface, donc au niveau UI, les stories seront positionnées au-dessus de la liste des discussions, ça c'est quelque chose d'assez classique, afin qu'elles soient facilement accessibles sans perdre d'espace, c'est ce qu'ils annoncent. Par ailleurs, elles pourront être masquées dans une section cachée prévue à cet effet. Au niveau de la durée, contrairement à Instagram, les stories n'ont pas de durée fixe. Elles pourront être diffusées pendant 6, 12, 24 ou même 48 heures, avec des paramètres de confidentialité individuels pour chacune d'entre elles. De mémoire sur Insta, je crois que c'est 24 heures par défaut. Et là, pour le coup, on peut choisir un petit peu plus finement. Au niveau des légendes, il y aura également en complément des outils d'édition de photos et vidéos. Les stories pourront également être légendées afin d'ajouter plus de contexte, de liens ou taguer d'autres utilisateurs. Ça, c'est assez classique. Et puis, la prise en charge de la double caméra. Il sera possible de publier simultanément des photos vidéo capturées par les caméras avant et arrière du smartphone. Voilà, ça c'est plus sur la partie technique. Donc du coup, Telegram qui ainsi recolle et rejoint un petit peu tous ses amis et tous ses concurrents, on va dire, pour être plus précis, en proposant ce format de stories. On quitte un petit peu donc cette partie des réseaux sociaux et on part du côté de chez Presse Citron avec l'article suivant qui, je pense, va vous intéresser. Il s'agit de la Banque Centrale Européenne qui met en place et qui travaille en tout cas à mettre en place sa propre monnaie virtuelle, sa propre stablecoin. Donc voilà, petit rappel pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce terme technique. De base, donc tout ce qui est crypto-monnaie, les monnaies un petit peu virtuelles finalement, que sont Bitcoin, Ethereum, etc. etc. Parmi toutes les monnaies qui ont été mises en place, il y en a certaines en fait qui sont plus volatiles que d'autres, c'est-à-dire dont le cours et la valeur peuvent vraiment évoluer. Donc ça peut être un truc cool, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des bonnes affaires, vous pouvez acheter une monnaie, mettons, à un prix très très bas qui vient d'être lancé, miser dessus, faire de la spéculation, et puis un jour elle décolle, et à ce moment-là, vous transformez un petit peu l'essai et vous avez fait une plus-value. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'effet inverse. Et donc, il y a des gens qui vont acheter des monnaies qui, du jour au lendemain, vont se casser la figure et perdre beaucoup d'argent sur le coup. Donc, du coup, a été mis en place, on va dire... T'es Nico, comment ça va? Très content de te voir ce matin, Nico. Ça fait un bail. Qu'est-ce que tu deviens? Quoi de neuf? Est-ce que t'es en vacances? Dis-nous tout. Donc du coup, effectivement, il y a cette notion de stablecoin qui est apparue, c'est-à-dire des gens qui ont eu la volonté de créer toujours des monnaies virtuelles, mais indexées sur des choses un petit peu plus stables. Je crois que c'est sur le dollar ou ce genre de truc. Enfin voilà, ils indexent un peu leur argent sur des choses un petit peu plus stables. Mais là encore, ça reste quand même un petit peu incertain, et du coup, voilà, l'Europe, par le biais de la Banque Centrale Européenne, aimerait créer sa propre monnaie virtuelle qui, pour le coup, serait une stablecoin encore plus stable, si jamais. C'est en tout cas l'objectif, à voir dans les faits comment ça sera. Et donc, il créerait une monnaie virtuelle qui s'appellerait Cash Plus. L'euro numérique s'appelle Cash Plus, mais a-t-il une chance? Point d'interrogation. Voilà, c'est un peu le débat de cet article et tout ce qui se joue ici. Ouais, ça date de fou, beaucoup de choses en ce moment, niveau perso et pro, du coup, pas trop le temps. T'inquiète, Nigo, y a pas de souci, hein. Moi, je suis là, tu vois, je fais les matinales, comme d'hab. La petite popote, on a tout le monde qui est là. On a quelques personnes qui sont en vacances, là, tu vois. Olivier est pas trop là ces derniers temps. Xavier, pareil, est parti. Il est parti en vacances. Vacances/travail. Parce que lui, il profite toujours de ses vacances pour aussi faire du business. Tu sais, c'est un mec très pris. Et donc voilà, il y a quelques personnes qui sont pas là, mais d'autres qui sont là, tu vois, comme tu peux le constater. Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci Nico. Ça va, ça va. Vacances la semaine pro, je vais full déconnecter. Alors, justement, nous, c'est ce qu'on a dit, c'est que les meilleurs sont restés. C'est ça, Tom Misty, les vrais sont là.
Dites pas aux autres que j'ai dit ça, hein, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Nico, pour info, à partir de la semaine prochaine, on passe, voilà, on va réduire un peu. On s'est posé la question, est-ce qu'on allait vraiment couper tout juillet et août, parce que ben, on sait bien que voilà, la période est beaucoup moins propice, les gens partent en vacances et vont, comme toi, déconnecter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même assurer un service minimum en juillet. Il y aura une matinale par semaine et pas deux pendant le mois de juillet, tous les vendredis, vendredi matin comme ici. Et par contre en août, là pour le coup, ça sera définitivement coupé pendant un mois, histoire de, ben, pareil, d'aller se ressourcer, de prendre un petit peu l'air et de partir en vacances. Voilà. Super, ça oublie vite. Une par semaine, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est très bien. Et après, on s'est dit le vendredi parce que généralement, on sait que le vendredi, il y a plus de monde, que les gens ont plus le temps de venir, sont plus chill, etc. Donc voilà. Alors, concernant cet euro numérique, lisons un petit peu cet article. Donc, né en plein milieu du feuilleton du projet Libra, l'idée d'un euro numérique, une sorte de stablecoin officiel, géré et émis par la Banque Centrale Européenne, continue de faire son chemin. Le projet, initié par Christine Lagarde, vise à lutter contre des cryptos et des prétendus stablecoins, c'est une citation, émis par des acteurs indépendants, souvent basés à l'étranger, et donc la Banque Centrale Européenne, la BCE, est de ce point de vue-là pionnière sur le sujet. Or, les tests ont commencé depuis l'année dernière et un document disponible sur le site de la BCE en précise même son nom et les grandes lignes de son fonctionnement. Baptisé Cash Plus, l'euro numérique sera exclusivement émis par la Banque Centrale Européenne, ce qui garantira la confiance des investisseurs et surtout, crucialement, sa stabilité. La faille récente de la Silicon Valley Bank a mis en lumière les faiblesses des stablecoins indexés sur le dollar. Ça, on l'avait vu, hein, cette espèce de crise qu'il y a eu là de la Silicon Valley Bank, effectivement. C'est une banque qui a craché et du coup, ça avait déstabilisé l'ensemble du marché de mémoire. Même si je vous avoue que je ne suis pas un très grand spécialiste de la partie crypto, mais je me souviens très bien qu'on en avait parlé parce que ça avait fait un tollé et vraiment il y avait eu beaucoup de... voilà, ça avait eu des gros impacts sur le cours des autres monnaies, quoi, tout simplement. Tac, et de ce point de vue, la BCE pourrait apporter une nouvelle solution beaucoup plus fiable. Il y a pourtant, à la lecture du document, quelques aspects de Cash Plus qui devraient faire hésiter les investisseurs. Contrairement à d'autres stablecoins, il ne sera par exemple pas possible de conserver autant de Cash Plus qu'on ne le souhaite. Le plafond n'est pas encore connu. L'idée semble d'en faire davantage un moyen de paiement et non un actif permettant d'investir et de parier par exemple sur l'évolution du taux de change entre Cash Plus et d'autres stablecoins. Donc l'idée ici, c'est qu'effectivement, ce soit une monnaie virtuelle, indexé, contrôlé, machin par la BCE, donc un côté très stable et très rassurant. Mais le but, contrairement à ce que d'autres, à certaines pratiques qui sont mises en place sur certains, je dirais sur d'autres monnaies virtuelles, ne sera pas là de spéculer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent en fait sur des monnaies, c'est-à-dire, comme je vous l'expliquais, ils achètent des monnaies virtuelles, ils parient sur l'avenir en quelque sorte, en se disant ça, je pense que ça a du potentiel, pour pouvoir après derrière, créer virtuellement, on va dire, de la valeur. C'est-à-dire vous achetez un truc 1 euro, imaginons, pour donner un exemple, et puis le cours de la monnaie fait que ça explose, et du coup maintenant, pour avoir, je sais pas moi, un cash plus, je sais pas si ça s'appellera comme ça, mais imaginons pour avoir un cash plus comme vous avez 1 euro, pour avoir un cash plus, il vous faut débourser 1 euro, vous en achetez un, et puis ça augmente, et finalement pour acheter un cash plus, quelques années plus tard, il en faut 5. Bon, vous avez fait plus 4 sans rien faire, juste en achetant en amont et en attendant. Ça, visiblement, ça ne sera pas le but. Le but, ça sera justement d'avoir une monnaie très très stable et qui sera plus en fait une façon une alternative en fait à l'argent, tout simplement physique, sonnant et trébuchant. Donc c'est un peu le but et tout l'enjeu est de se dire est-ce que le but de ça sera aussi de remplacer complètement l'argent physique et de passer sur du full virtuel, quoi. C'est un peu le but. Je regarde, tac. Nico qui dit El Famoso mois d'août où tout est fermé. Ouais. Là, août en France, le monde s'arrête. Hein. La France s'arrête complètement de tourner. Intéressant cet euro numérique. Et qu'est-ce que c'est. Attends, est-ce que c'est une bonne chose que la BCE se mêle de ce genre de choses?
Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est une bonne question, hein, mais je pense que le but derrière tout ça, quand même, c'est d'essayer d'avoir une espèce d'entité qui soit relativement stable et fiable, et de mettre en place un système qui évite quand même la fluctuation, parce que à aujourd'hui, c'est tout ce qui est monnaie virtuelle, Bitcoin, ce que tu veux. euh, à la base, c'est souvent des projets de base qui sont mis en place par des entités privées. Et tu vois bien que il y a des grosses fluctuations, que ça a du mal à être stabilisé. Donc qu'une grosse entité se mêle de ça, et je pense aussi qu'ils font ça pour éviter d'être un peu has-been et un peu sur la touche, quoi, et essayer d'être dans le coup, de voir s'il y a quelque chose à faire. C'est pas forcément une mauvaise chose. Après, est-ce qu'ils vont arriver à le mettre en place et à tout faire fonctionner? Ça, c'est sûr que ça reste, la question reste entière. Mais de par les expériences précédentes, il n'y a pas énormément de monnaies qui vraiment sur lesquelles tu peux t'appuyer aujourd'hui. Le Bitcoin est relativement stable, mais encore, non, même pas, remarque. Enfin, je m'aventure pas trop sur ces sujets-là parce que c'est pas des sujets que je maîtrise, mais voilà, il y a quand même très souvent. T'entends, mettons, le cours du Bitcoin descend et puis après il revient à peu près à la norme, mais tu vois, c'est pas hyper méga stable. Or là, le but, ce sera vraiment de créer le plus de stabilité possible, quoi. Enfin, c'est un peu leur objectif, quoi. Euh, voilà. Alors ensuite, que nous dit l'article? Tac, tac, tac. Donc l'idée semble d'en faire un moyen de paiement et non un actif. Ok. Reste la question de l'ambition finale de Cash Plus, un point qu'explorent nos confrères du journal du Net. Ces derniers soulignent que le document de la Banque de France insiste un peu trop sur les avantages de Cash Plus par rapport aux billets et aux pièces de monnaie. Donc on en vient effectivement à cette question de est-ce que oui ou non ils chercheraient finalement à complètement remplacer l'argent qu'on a, de l'argent du quotidien. Ce qui pourrait signifier que Cash Plus pourrait à terme être amené à remplacer le cash, le système étant plus facile à contrôler, notamment en cas d'enquête. Donc évidemment, pour tout ce qui est voilà, des business un petit peu, je dirais, troubles, je sais pas moi. Si demain on imagine un monde un peu utopique dans lequel il n'y aurait plus d'argent physique et que tout est virtuel, le mec qui va aller dealer sa drogue, forcément, quand il va vouloir être payé, il y aura des traces de partout. Donc ce sera plus compliqué à masquer que, voilà, que si jamais c'est de l'argent physique qui se passe comme ça de main en main et qui est incontrôlable. Donc il y a aussi cette notion-là de se dire, faisons du 100% virtuel pour essayer d'avoir un peu plus de contrôle. Après, est-ce que tout le monde le voudra, y compris dans les instances? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui eux-mêmes ont des intérêts à conserver le système opaque que l'on a actuellement? Voilà, la question reste entière. Donc, ce qui pourrait signifier que Cash Plus pourrait à terme remplacer le cash, système plus facile à contrôler, blablabla, reste qu'il ne sera pas facile, si ce n'est même possible, de tirer un trait sur l'argent liquide classique. En Europe, beaucoup de pays, dont l'Allemagne notamment, ont encore largement recours à ce moyen de paiement. Cash Plus ne pourra donc se poser qu'en alternative d'autres modes de paiement concurrents, ainsi que des stablecoins concurrents qui resteront certes moins stables, mais aussi plus flexibles dans leur utilisation. De quoi compromettre d'emblée les chances de Cash Plus avant même que ce stablecoin officiel ne devienne disponible, point d'interrogation. Donc en fait, est-ce que ça va être tué dans l'œuf finalement avant même de voir le jour? Impossible de savoir avec certitude. Le projet Cash Plus peut en effet encore largement évoluer avant sa mise en circulation. Voilà un petit peu pour ce qu'en dit Presse Citron, mais moi je trouve ça quand même intéressant, hein, que l'Europe, voilà, et que des grosses institutions et des grosses instances se mettent justement un peu in, hein, et essayent de rattraper tout leur retard, puisque les monnaies virtuelles, c'est quand même quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, hein, c'est pas un truc qui débarque de nulle part. Et à aujourd'hui, se dire qu'il y a une grosse entité comme ça qui va arriver et jouer un petit peu des coudes et surtout proposer une alternative, je trouve ça intéressant. À titre personnel, je ne crois pas du tout que ça va être que ça remplacerait. Pour moi, ce sera effectivement plus une alternative, mais ça remplacera certainement pas l'argent liquide. Je pense qu'il y a trop de gens qui ont à y perdre là-dedans, y compris dans les instances hautes. Voilà, les gens qui, je suis pas certain que ce serait trop compliqué à gérer, quoi. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à le croire, mais bon, voilà, c'est peut-être mon côté complotiste.
Voilà un petit peu pour cette actu-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec la suite, parce qu'on a encore quelques articles et je vois que le temps passe. Un article de Clubic, du coup, que j'ai trouvé plutôt intéressant et à la fois pas étonnant, hein. On en avait parlé effectivement il y a quelques temps. Une loi qui a été mise en place pour imposer en fait un tarif minimum pour la livraison des livres sur Amazon. Alors bon, c'est Amazon, mais je pense que ça doit être à peu près, ça doit concerner pas forcément que Amazon, hein, ça va être tous les géants du numérique, mais Amazon étant prépondérant dans ce secteur-là, forcément, il y a de fortes chances que ce soit eux qui soient impactés les premiers. Bokuji qui dit pas chaud non plus pour le Cash Plus. Ah, quelles sont les raisons qui font que tu... alors, est-ce que c'est pas chaud dans le sens toi-même tu ne l'utiliseras pas, ou est-ce que c'est pas chaud dans le sens je suis pas certain que ça va véritablement remplacer l'argent liquide, l'espèce, etc. Donc du coup, cet article de Clubic qui nous reparle effectivement de ce phénomène. Donc je me souviens plus de ouais, c'est la loi Darko ou Darcos, je sais pas comment on dit, de 2021 effectivement, qui avait été proposée par l'ARCEP. Et qui était donc une loi, souvenez-vous, mise en place pour en fait imposer notamment à Amazon des frais en fait minimum de livraison, parce que Amazon, de par son ampleur, etc., est capable de proposer des livraisons à domicile gratuites, ce qui du coup faisait un genre de concurrence déloyale par rapport aux librairies ou à certaines boutiques en ligne, mais qui ne peuvent pas se permettre en fait de faire de la livraison gratuite tout simplement. Donc du coup, ils avaient mis en place cette loi-là. Et comment Amazon a contourné le problème? Évidemment, très facile, ils ont mis une livraison à 1 centime, ce qui fait que du coup, c'était une façon de détourner, de contourner le problème. Donc aujourd'hui, une nouvelle loi est passée qui leur impose, alors de mémoire, c'est ça, ouais, c'est une livraison de 3 euros minimum pour des commandes de livres qui ont une somme inférieure à 35 euros. Donc à partir de 35 euros, ok, mais en dessous de 35 euros, vous devez au moins faire des frais de 3 euros de livraison. Donc là, ça a un vrai impact sur le secteur et sur l'activité d'Amazon. Alors, je lis vos commentaires. Je suis désolé, j'essaye de gérer entre l'ancien article et celui-ci, parce que c'est vrai qu'avec le décalage des fois et la latence. Mokuji qui dit, pour moi, les dirigeants de l'Union Européenne n'ont pas l'expertise. Donc pour toi, ça serait plus un problème d'expertise et de compétences techniques, du coup, qui limiterait finalement la mise en place de ce cash de cash plus, du coup, cette espèce d'argent virtuel mis en place par l'Europe. Après, moi je me dis qu'ils peuvent s'entourer des meilleurs, hein. Enfin, je pense quand même que des entités comme ça, ils ont les moyens, et s'il y a vraiment un énorme projet mis en place, ils arriveront à aller débusquer quelques experts. Après, est-ce qu'ils auront la vision de se dire comment est-ce qu'on met en place la chose, voilà, comment tout se passe, ça j'en sais rien, mais je trouve que tu vois, finalement, ils commencent quand même pas mal, hein, à se numériser de façon assez efficace. Tu regardes là, il n'y a pas très longtemps, on parlait du fait du projet d'application de l'État pour gérer des papiers officiels, type le permis, type la carte vitale, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont mises en place, et tu auras bientôt plus de papiers officiels limite dans ton portefeuille, et tout sera géré directement en virtuel. Donc ils s'y mettent, quoi. Après, c'est sûr que ça met plus de 2 ans. Ça, c'est... Voilà, c'est le côté grandes instances. Mais après, à partir de là, ils peuvent très bien s'entourer, tu vois, et faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Nico qui met, si l'argent liquide pouvait être remplacé, selon moi, il l'aurait déjà été. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi, et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément intérêt à ça. Mais encore une fois, j'ai peut-être un côté un peu trop complotiste. Salut Siver, comment ça va? Coucou à toi. Content de te voir. Mokuji qui dit, faire des tests oui, mais pas foncer comme ça tête baissée. Ils sont souvent déconnectés de la réalité. C'est sûr, c'est sûr. Bon, après, là, le projet n'est pas encore en place, hein, donc ça se creuse, ça se met en place, mais en tout cas, ils se travaillent sérieusement. Et voilà. D'où la question un petit peu ouverte de se dire, est-ce que vous voyez un monde où l'argent cash est complètement remplacé par du virtuel? Voilà. Si on met de côté l'aspect technique, hein, l'aspect ok, techniquement ça va être chaud à mettre en place, etc. Mais purement sur le fait de se dire, est-ce que les gens ont intérêt à passer sur du 100% virtuel, quoi. C'est une question qui est pas simple.
Mokuji, ils savent pas s'entourer et faire des contrats béton. À chaque échec, le fournisseur s'en sort sans pénalité. Ah, t'as des exemples peut-être à nous donner? Parce que là, j'avoue que comme ça, j'en ai pas, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois la vision. Des contrats trop gentils en sanction. Ah ouais, ouais, ben c'est sûr que j'imagine que par rapport à quand tu bosses avec un État ou une entité comme ça, j'imagine tu dois avoir, il faut avoir les reins solides parce que avec les décalages de paiement et tout, et le fait que tu mobilises beaucoup d'équipes, c'est sûr que c'est pas n'importe qui peut y aller, je pense. Mais bref. Alors, donc concernant cette actu, effectivement, je lis un petit peu l'article et vous me dites ce que vous en pensez. Donc, sommet par décret d'imposer 3 euros de frais de livraison pour les commandes de livres inférieures à 35 euros, Amazon part en guerre contre l'État. L'entreprise de vente en ligne a justement indiqué mardi après-midi avoir déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, pour contester la légalité du décret applicatif. Alors dites-moi déjà dans le chat, est-ce que pour vous c'est logique ou pas d'essayer de contrer un peu la domination d'Amazon sur la partie du secteur des livres en imposant un minimum? Est-ce que ça vous empêchera d'acheter chez Amazon ou pas? Est-ce que pour vous, déjà, dans l'article, à un moment donné, il est question de se dire, est-ce que Amazon est vraiment un concurrent ou est-ce qu'eux, ils se positionnent comme étant complémentaires aux libraires de quartier, on va dire, en mode, si tu veux un livre et qu'il est dispo, va l'acheter chez ton libraire de quartier ou ta libraire de quartier. Mais si potentiellement tu ne le trouves pas, tu peux venir chez nous et même aussi justifier en disant ben ouais, mais nous en fait on permet à plein de gens de publier même s'ils n'ont pas de maison d'édition parce que c'est assez ouvert à Amazon pour les livres. D'ailleurs, j'étais sur le stream de Sean tout à l'heure et il disait qu'il y avait un gros souci au niveau à ce niveau-là parce que du coup aujourd'hui il y a de plus en plus de livres qui sont générés par IA, par ChatGPT et compagnie. Et donc, voilà, des livres un peu bullshit à vendre sur Amazon et qui des fois se retrouvent en best-seller ou ce genre de choses, quoi. Donc ce côté très ouvert d'Amazon, eux, c'est ce qu'ils mettent en avant. Ils disent ouais, non mais attendez, nous on est complémentaires en fait finalement des libraires de quartier et notre but c'est d'être là quand eux ne peuvent pas couvrir le service puisque les libraires de quartier c'est compliqué d'avoir un stock énorme de livres et ils ont forcément une limite qui n'est pas forcément atteinte, enfin qui va bien au-delà côté Amazon, quoi. Dites-moi du coup rapidement, vous, est-ce que pour vous vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que non, c'est purement ah non, Amazon en réalité bouffe le marché, quoi. Alors, l'entreprise de vente en ligne a justement indiqué mardi après-midi avoir déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, pour contester la légalité du décret applicatif. Souvenez-vous, le 23 septembre dernier, nous vous informions de l'accord donné par le gouvernement pour des frais de port fixés à 3 euros pour toute commande de livres dont le montant total est inférieur à 35 euros. D'accord? Donc jusqu'à 35 euros, il faut au moins 3 euros de livraison. Cette mesure, qui avait initialement été proposée par l'ARCEP à la suite de l'adoption de la loi Darco de 2021, sur la fin de la gratuité ou presque des frais de livraison du livre, avait provoqué l'indignation d'Amazon. Mais l'État n'a rien lâché, convaincu que la mesure peut rééquilibrer la balance entre le mastodonte américain, les librairies de quartier et les acteurs français de la vente en ligne de bouquins. Le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique et le ministère de la culture ont publié le 4 avril 2023 un décret relatif au montant minimal de tarification de ce service de livraison. Donc effectivement, à l'origine, c'est cette loi, la Darco, qui a un peu été l'origine de tout ce processus et de tout ce qu'on essaye d'imposer à Amazon. Ensuite, ils ont effectivement évoqué le 23 septembre des frais de port fixés à 3 euros. Tollé côté d'Amazon, évidemment, ils se sont indignés de tout ça. Mais l'État a dit que nenni, on maintient. Et le 4 avril, c'était promulgué. Et donc, voilà, le décret est passé. Très précisément, voilà ce qu'impose ce décret. Des frais de livraison de 3 euros pour toute commande d'une ou plusieurs livres dont la valeur d'achat en livre neuf est inférieure à 35 euros, toute taxe comprise. 0 euros de frais pour toute commande d'un ou plusieurs livres neufs dont la valeur d'achat en livre neuf est supérieure ou égale à 35 euros TTC. Bon, oui, on a bien compris, pas besoin de te dire le contraire. Donc effectivement, à partir de 35 euros, freestyle, tu fais ce que tu veux. Dans ce recours déposé au Conseil d'État contre ce décret, Amazon utilise certains arguments dégainés par la Commission européenne qui se questionnait l'an dernier sur l'adéquation et la proportionnalité de la mesure proposée, déplorant que l'État français n'ait pas fait le choix de proposer des alternatives. En gros, c'est un peu démesuré ce que vous faites,
il y aurait certainement d'autres solutions. Voilà. Amazon considère que la mesure va aussi bien pénaliser les lecteurs et les auteurs, donc très facile du coup de se dire je vais essayer voilà, de jouer une petite tragédie et dire ouais mais ces pauvres lecteurs ils vont plus pouvoir lire, quel dommage. Donc Amazon considère que la mesure va aussi bien pénaliser les lecteurs, les lecteurs que les auteurs et jouer sur le pouvoir d'achat des Français. L'entreprise explique être complémentaire des librairies en en fait, elle est complémentaire dans la mesure où elle expédie de nombreux livres dans des petites villes et campagnes souvent dépourvues de librairies. 90% des communes françaises n'ont en effet pas de librairie. Moi, je trouvais ce chiffre assez huge. 90%, ça me paraît quand même énorme. Mais effectivement, il y a aussi ce truc de dire, on est complémentaire en ce sens que partout où il n'y a pas de librairie de quartier, au moins nous, on peut assurer la livraison. Et donc, il y a des gens qui peuvent effectivement acheter des livres si jamais ils n'ont pas d'autres endroits où l'acheter, quoi. Je l'ai vite fait aux commentaires. Je vais réagir après parce que sinon je sais que je vais pas terminer l'article sinon. Selon Amazon, instaurer des frais de livraison obligatoires à 3 euros entraînerait une hausse du coût d'achat d'un livre de poche de l'ordre de 40% à 7,50 euros. Sachant qu'il se vend plus de 400 millions de livres chaque année en France, le décret pourrait entraîner un surcoût de plusieurs centaines de millions d'euros pour les amateurs de bouquins. Alors la question que je me pose, c'est tu imposes des frais de livraison à 3 euros, mais Amazon qui en gros de base en fait n'en a pas, ou genre 1 centime, ça veut dire qu'en gros ça va être de la plus-value pour eux, quoi. Enfin pas de la plus-value, mais ça va être une meilleure rentabilité parce que les 3 euros là ils vont pas à l'État, c'est juste qu'on t'impose minimum 3 euros, mais après ça veut dire qu'Amazon va s'enrichir, quoi. si mon calcul est exact. En plus de pénaliser le pouvoir d'achat des lecteurs, cette mesure risque d'entraver la diffusion des œuvres d'auteurs auto-édités, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et de petites maisons d'édition qui touchent leur public par la vente en ligne. Donc effectivement, l'avantage d'Amazon, c'est que tout le monde n'est pas forcément édité chez une maison d'édition, et n'empêche que tu as peut-être envie d'écrire un livre, tu vois, sur un sujet qui te touche, etc. Et donc, par le biais d'Amazon, c'est plutôt cool parce que les critères sont assez peu élevé pour pouvoir publier ton propre livre, quoi. Et donc voilà, c'est ce que rappelle un petit peu la société et qui rappelle également proposer aux consommateurs plus de 10 millions de titres en français sur sa marketplace contre quelques milliers ou dizaines de milliers pour les librairies physiques. Voilà un peu pour le sujet pas simple. Moi il y a des arguments d'Amazon que je trouve quand même certains pertinents, même si j'ai profondément conscience que c'est de la poudre aux yeux, hein. Mais j'avoue que le côté maison d'édition, auto-édité, etc., je trouve ça pas mal quand même que les gens puissent écrire, etc. Et en fait, être incité à devenir auteur et autrice sans pression de se dire je dois passer par une zone d'édition, j'ai des comptes à rendre, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Le côté aussi de livrer à des endroits en fait où il n'y a pas de librairie de quartier ou autre, il faut reconnaître que c'est bien aussi. Mais après dire qu'ils sont complémentaires, je pense que c'est moins évident que ça. Et c'est beaucoup plus... c'est plus tricky que ça en fait. C'est pas aussi simple à mon avis. Mokuji qui dit Amazon bouffe les librairies, peuvent commander n'importe quel stock chez leur fournisseur, c'est juste plus lent. Ouais, donc pour toi, effectivement, ça se place comme un concurrent direct et pas forcément quelque chose de complémentaire. Donc toi, les arguments de auto-édition, etc., ça te touche pas plus que ça? Enfin, tu n'y crois pas? Ouais, yes, pas de souci, Atomisty, t'inquiète. À plus tard. Merci d'être passé. Tac. Donc voilà, voilà un petit peu pour le sujet. On en avait déjà un petit peu, on avait évoqué, il fallait forcément s'attendre à une riposte de la part d'Amazon, à voir si effectivement ça va être maintenu ou pas, parce que mine de rien, ils pèsent quand même énormément dans le game, et je me dis que potentiellement, ils ont quand même la possibilité, peut-être pas de renverser, mais au moins de faire changer ce type de loi. Ils ont un contre-pouvoir qui est relativement important, donc à voir ce que ça va donner.
Silver qui dit, moi je dis, il serait temps de vendre ce qu'il reste et nous appeler les États-Unis d'Europe. Ah ouais, carrément. Là, tu vas vachement plus loin, mais oui, je vois ta vision. Car on laisse les géants américains faire leur truc et on essaie de les faire, de les embêter, on va dire, juste avec des règles plus bêtes les unes que les autres. Car si le gouvernement avait fait le nécessaire, la poste serait moins arriérée et donc les librairies de quartier pourraient faire n'importe quoi. Alors c'est une réflexion intéressante, on ne peut pas dénier l'américanisation, on va dire, en tout cas l'influence de la culture américaine, on va dire, en Europe et voilà, plus généralement, enfin, même en France, quoi, ça c'est clair. Euh, est-ce que pour autant c'est quelque chose contre lequel il faut se battre ou est-ce que ça doit être simplement du contrôle? J'ai pas trop la réponse à la question. J'avoue que c'est pas une question hyper simple. Mais voilà, moi je trouve que encore une fois, l'évolution, j'aime pas trop aller à l'encontre de l'évolution pour être à l'encontre de l'évolution. Tu vois, des personnes qui en gros ne veulent pas s'adapter et dire ouais, non, mais moi ça me dérange, je sais pas moi, Internet, j'irai jamais, etc. Je trouve ça dommage en fait parce que bah, c'est comme tout. Quand tu mets en place des nouveautés, quand il y a de l'évolution, quand il y a des choses qui changent, il y a du bon et du moins bon. Je veux dire, tu regardes le travail dans les champs il y a 50 ans ou 100 ans, et tu viens aujourd'hui, ben, d'un côté c'est bien parce que c'est beaucoup plus agréable de travailler dans un secteur qui te passionne, qui est l'agriculture ou l'élevage. D'un autre, c'est un peu pénible parce qu'aujourd'hui, avec un tracteur, tu fais vachement plus de travail alors qu'avant, tu avais vachement plus de boulot pour plus de personnes. Mais quel boulot, quoi, tu vois. Je sais pas moi, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, j'en sais rien, les mecs, ils se crevaient dans les champs à faire des trucs à la pelle, à la pioche, à je sais pas quoi, donc j'y connais rien, hein, mais vous avez compris l'idée. À faire quelque chose de très manuel et à se crever physiquement. Bon, et avec une rentabilité qui était moindre, avec certainement plus de qualité par contre, ça c'est sûr. Mais bon, tu vois, tout le quid de se dire, en fait, c'est juste une affaire de mettre le bon curseur, quoi. Accepter l'innovation, accepter, je sais pas moi, typiquement Internet et les géants de l'Internet qui viennent te livrer chez toi, ben, se dire, il y a peut-être du bon là-dedans. Mais par contre, effectivement, il y a aussi des aspects un peu plus négatifs où là, pour le coup, ben, il faudrait peut-être un peu plus réguler et essayer d'éviter cette surconsommation, surmondialisation, etc., etc., tu vois. Donc, moi, je pense que j'aime pas trop le fait de renoncer à l'innovation et de dire non, non, il faut rester comme avant, etc. Non, ça, je trouve ça dommage. Par contre, il faut que ce soit toujours fait en bonne intelligence, de pas aller trop vite et de pas faire trop vite, quoi. Voilà, parce que ça, on a souvent tendance à faire ça, quoi. Siver, la poste ouverte de 14 à 15 heures juste le lundi, ouais. Bon, après, là, c'est encore un autre. Enfin, je vois ton point de vue, hein, mais après, si tu vas de façon. Bon, bref, non, on va dévier. On va dévier parce que je sens qu'on va dévier sur le sujet et je veux pas partir sur ce genre de terrain parce que c'est pas le sujet de la chaîne. Mokuji dit on n'arrête pas le progrès jamais. Ben, de toute façon, tu ne peux que avancer. Et à partir du moment où tu as acquis une innovation, tu l'as acquise. Tu peux pas l'oublier en fait, tu vois. Donc, mais c'est pas des sujets simples. C'est pas des sujets simples. On l'a vu là récemment, notamment avec l'IA. Hein. L'IA apporte des choses super en tant qu'assistant. Après, ça détruit de l'emploi, ou en tout cas, ça le fait évoluer. Mais encore une fois, est-ce que c'était un emploi qui était quelque chose de fun ou pas, quoi, tu vois? Typiquement, tu penses à des gens qui travaillaient à l'usine ou qui travaillaient dans des mines, par exemple. Certes, ça crée de l'emploi, j'entends, il n'y a pas de problème, mais quel boulot, quoi. Enfin, quand tu as des gens qui, après, à 50 ans, sont détruits physiquement ou bien ont des problèmes de maladie, etc., ont respiré des sales choses, etc., est-ce que vraiment c'est une mauvaise chose de voir ce truc disparaître, tu vois? Et voilà, mais c'est pas simple. Silver qui met oui, mais on privilégie pas les technologies européennes, donc c'est ce que je voulais dire. Et après, il ira en Europe. Ben, je suis d'accord avec toi, mais alors moi, ça c'est pareil. L'autre jour là, il y a eu cette fameuse discussion. Hello Alex, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. J'ai eu cette discussion entre moi et moi-même, on va dire, sur la partie justement ce côté européen, etc.
Il y a là récemment, on a parlé, c'était mercredi je crois, c'est OVH qui met en place, donc ça s'appelle Symphonium, une espèce de suite on va dire 100% européenne, pour en gros mettre en place tous les outils dont tu as besoin en tant qu'acteur du numérique, un cloud, bref, tout un tas d'outils numériques dont tu aurais besoin. Euh, y a quoi? Il y a le système de cloud, il y a quoi encore? Enfin, bon, peu importe, ils ont plein de choses en gros qu'ils vont mettre en place. Moi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, je comprends en fait le truc de dire, de mettre en place un truc européen parce que répondant à nos règles, répondant à notre législation, etc. Ça, je l'entends tout à fait. Ce qui me dérange plus, c'est de mettre en avant en fait un outil, non pas parce qu'il répond à un besoin, mais parce qu'il est européen. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et ce que je ne comprends pas, c'est ce système des fois de se dire, tu vois, on est dans un marché qui finalement est mondial. Moi, je préférerais en fait mettre en place des initiatives qui visent à, je sais pas moi, augmenter la qualité de nos outils ou faire en sorte d'être plus innovants, aller chercher des profils, former des gens pour qu'ils puissent être force de proposition, soutenir des idées européennes qui sont super et qui vont nous permettre justement d'être meilleurs que entre guillemets les Américains ou ce genre de choses pour pouvoir nous aussi montrer qu'on est capable d'innover et qu'on n'est pas toujours en train de suivre. Ça, je trouve ça bien. Et donc, effectivement, apporter des choses qui ont de la vraie plus-value que de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, on va aller faire un copier-coller de ce qui existe et qui marche bien chez les Américains. On va juste le labelliser Made in Europe et voilà, c'est ça notre plus-value. Enfin, c'est dommage, quoi, tu vois. Le simple fait de se dire, t'es européen, c'est pas ça qui fait la plus-value. C'est après la valeur que t'apportes, tu vois. Donc, voilà, moi je comprends l'initiative, je la trouve très très cool, etc. Parce que effectivement, aujourd'hui on est très américanisé et puis en termes de règles, de gestion de données, etc. C'est vraiment, voilà, c'est un peu le Far West là-bas, c'est le cas de le dire. Mais j'aime pas trop après, tu vois, cette démarche des fois de dire je me cache derrière la bannière Made in Europe, Made in France, etc. juste pour dire deux. Il faut aussi que tu vois ton produit réponde à quelque chose. Je parle purement là de produits numériques, attention, hein, je parle pas de production d'outils, d'objets physiques ou ce genre de choses. Mais je trouve ça dommage, ouais, vraiment de ne mettre en avant que ça. C'est un peu dommage, quoi. Voilà, parce que c'est pas ça la plus-value qu'on attend de toi, quoi, tu vois. Et en plus, en France, je pense qu'on a beaucoup de startups, on a beaucoup de trucs à vraiment mettre en avant et qui apportent de la valeur et qui pourraient aussi bouffer le marché américain et donc faire l'effet inverse, quoi, tu vois. Bon, voilà. Après, c'est mon avis. Tac, tac, tac. Bon, pas plus de réactions que ça. Du coup, je vais enchaîner rapidement du coup sur la suite. Autre actualité du coup sur laquelle on va passer un petit peu rapidement mais que je voulais vous apporter, une actualité de l'usine digitale qui parle de Zalando qui attaque le DSA devant la justice européenne. Donc voilà, le DSA, Digital Service Act, on en a déjà parlé et reparlé, hein, qui est une espèce d'ensemble de lois mises en place justement pour essayer de contrôler un petit peu plus les géants du numérique sur la partie e-commerce particulièrement. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que depuis la mise en place, le début de la mise en place de ces lois, en fait ça se fait progressivement avant que vraiment la loi soit en place. Il y a d'abord une première phase durant laquelle les personnes, enfin les groupes et les entités visées par ce projet-là doivent se manifester selon certains critères. Et donc en fait vous devez avoir un nombre, je crois, un nombre minimum de clients, voilà, d'utilisateurs actifs, etc., etc. Et donc si jamais vous vous déclarez pas comme entrant dans ce cadre-là, ça se fait de façon tacite et après vous pouvez contester ou pas. Et donc c'est ce qui s'est passé chez Zalando. Donc ils disent l'article, c'est un premier test d'envergure pour le Digital Service Act, la nouvelle législation européenne sur les services numériques qui va entrer en vigueur cet été. Mardi 27 juin, Zalando a saisi la justice des 27, s'estimant injustement visé par ce texte. Le spécialiste allemand du commerce en ligne conteste la désignation par Bruxelles comme étant une très grande plateforme. Donc ça c'est effectivement la nomination du Digital Service Act, c'est cette notion de très grande plateforme qui se traduit par des obligations supplémentaires. Il est l'un des 12 groupes concernés, représentant 19 services différents, à côté essentiellement des géants américains du secteur, et d'un seul autre européen, la plateforme néerlandaise de réservation de voyage Booking, que vous connaissez probablement. Le DSA prévoit donc le statut grande plateforme
de façon automatique. Voilà, donc il propose que ce soit automatiquement attribué aux services Internet qui compte plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels au sein de l'Union européenne, soit 10% de la population du continent. Sur le segment du commerce en ligne, seuls les marketplaces sont concernés par la législation et c'est sur ce point précis que repose l'argumentaire de Zalando, c'est-à-dire que le site allemand a bien déclaré 83 millions de visiteurs par mois, mais seulement, entre guillemets, 31 millions d'entre eux qui achètent sur sa marketplace, et donc bien inférieur aux 45 millions qu'on est censé avoir, parce que c'est des utilisateurs actifs. Voilà. Donc du coup, c'est un peu sur ça qu'ils basent leur argumentaire. Le DSA est l'un des 2 projets majeurs de régulation du numérique en Europe. Le texte prévoit notamment que les marketplaces contrôlent l'identité des vendeurs présents sur leur site. Donc c'est quand même assez lourd de conséquences quand vous rentrez dans ce cadre-là. Les très grandes plateformes devront par ailleurs se soumettre à des audits annuels en cas d'effraction. La Commission européenne pourra leur infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc voilà, on a les premiers cas, un peu les déboires, et ça c'était vraiment à prévoir, je pense. Des premiers groupes qui vont jouer un petit peu sur les règles pour justement contourner cette législation et éviter d'être qualifiés de très grandes plateformes. Donc voilà, Zalando qui ouvre un petit peu le festival, et je pense que du coup c'est quelque chose qui va arriver par la suite, parce qu'il y a forcément des groupes qui vont grossir aussi, qui aujourd'hui ne sont pas dans le cadre et qui vont jouer un petit peu sur certains détails pour éviter d'être touchés par cette législation. Voilà, donc je voulais vous en parler très rapidement. Je pense qu'on n'aura pas le temps de terminer les 2 derniers, mais je voudrais quand même vous parler de celui-ci, donc un article de Presse Citron qui nous explique comment YouTube compte tuer votre adblocker. Donc ça, je pense que ça va toucher pas mal d'entre vous, puisque j'imagine que certains utilisent des bloqueurs de publicité type Adblock, type Ghostery, ou bien tout simplement des navigateurs qui bloquent par défaut en fait les publicités. Sachez que prochainement, il y a de fortes chances. Alors jusqu'à présent, c'était un peu des rumeurs, mais là, la rumeur s'accentue sévère. Et il semblerait que du coup, YouTube va empêcher en fait les adblockers de fonctionner. C'est-à-dire que si vous allez sur YouTube avec un adblocker, vous aurez tout simplement un message. C'est des choses qui existent déjà techniquement sur certaines plateformes type Replay. Je crois que c'est M6 qui a ça par exemple. Dès que vous allez sur les M6 Replay, si jamais vous avez un bloqueur de pub, hop, vous avez un message disant vous devez désactiver, sinon pas d'accès au replay. Donc voilà, jusqu'à présent YouTube faisait grâce un peu de tout ça. Je pense que techniquement ils avaient les moyens d'eux, mais ils ne les ont pas forcément mis en place. Et là, ça évolue. On sait bien que Google actuellement est dans une passe un peu délicate, hein, leur modèle un peu qui est remis en cause, toute la partie publicité qui est un peu mis à mal, l'arrivée aussi l'arrivée des IA aussi, ChatGPT et compagnie, qui viennent un peu contrer leur modèle de moteur de recherche. Donc, il faut essayer de trouver de l'argent un peu partout. Et donc, de retour. Ça s'est bien passé, le daily. C'était intéressant ou pas? C'est vraiment un daily, ça a duré un quart d'heure. Hein. C'est très rapide, simple, efficace. C'est bien. Donc, du coup, là, YouTube, pour le coup, possédé par Google, activerait, on va dire, la vitesse supplémentaire. Et on en avait déjà parlé, il me semble, sur une matinale, mais ça restait de l'ordre un peu de la légende, on va dire, urbaine. Et là, pour le coup, ça se précise. Donc, je vous lis vite fait l'article. Si YouTube est aujourd'hui la plus grande plateforme vidéo du monde, c'est en grande partie parce que celle-ci offre une diversité de contenus de qualité, mais accessible gratuitement. Évidemment, pour que ce soit gratuit, il faut qu'il y ait des publicités. Ce sont ces pubs qui permettent à Google et aux créateurs des vidéos de se rémunérer. Pour éviter ces publicités, certains utilisateurs optent pour la version payante de la plateforme, tandis que d'autres utilisent des bloqueurs de pub. Cependant, si Google lance la mise à jour qu'il semble tester actuellement, éviter les publicités YouTube deviendra mission impossible à moins de passer à la caisse. Alors, quid de ces fameux tests? Ce test est évoqué dans un article publié cette semaine par nos confrères d'Android Police. D'après celui-ci, depuis le mois de mai... pourquoi est-ce que j'ai pas surligné mon... Ah, j'ai coupé là, peu importe. Donc, d'après celui-ci, depuis le mois de mai, YouTube teste un pop-up qui s'affiche sur les écrans des utilisateurs, indiquant que
les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur la plateforme. Donc les pop-up, c'est une espèce de petite fenêtre qui s'affiche et sur lequel vous avez un message. Tac, tac, tac. Donc effectivement, un pop-up qui apparaît, cette petite fenêtre qui s'ouvre en disant que ce n'est pas autorisé. Et désormais, Google afficherait aussi une version mise à jour de ce pop-up avec un système d'avertissement. En résumé, le nouveau système testé par YouTube consisterait à bloquer son lecteur après 3 vidéos si l'utilisateur utilise un bloqueur de publicité. Donc vous auriez une espèce d'avertissement. Et bienvenue à toi, merci beaucoup Brency pour le follow, bienvenue. Atomisty, c'est un daily quoi, jamais très intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après il y a des daily qui sont plus intéressants que d'autres. Donc on a un aperçu, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé en fait cette. Est-ce que c'est un vrai test ou est-ce que c'est une. Voilà, est-ce que c'est vraiment la tête que ça va avoir ou pas? D'ailleurs, ça renvoie sur un tweet. Mais vous voyez un peu la tête que ça devrait avoir. Et donc cette approche est déjà très courante sur le web, c'est ce que je vous disais, techniquement c'est assez, enfin c'est faisable de mettre ça en place, de détecter les bloqueurs de pub. Cette approche est déjà très courante sur le web et chez les médias. Il semblerait que Google veuille emboîter le pas, mais pour le moment il ne s'agit que d'un test que quelques internautes ont signalé. Donc voilà, ça doit se faire, je pense, il doit y avoir de l'A/B testing un peu de façon random. La publicité est toujours la principale source de revenus de Google et la firme a toujours essayé de rendre celle-ci plus acceptable pour les internautes. Bon, ça c'est ce que dit l'article, hein, afin que ceci n'ait pas recours au blocage de publicité. Par exemple, Google Chrome intègre déjà son propre bloqueur de pub. Le navigateur ne masque pas toutes les publicités en ligne, mais bloque les pubs des sites web qui ne répondent pas aux normes de Google sur les publicités acceptables. De plus, la firme envisage aussi de bloquer les cookies tiers, ça on l'avait vu sur Chrome. Ces cookies permettent aux sites et aux réseaux publicitaires d'afficher des publicités pertinentes par rapport au centre d'intérêt de l'internaute, mais le problème c'est qu'elles permettent aussi de suivre l'activité des... Pardon. Elles permettent aussi de suivre les activités de l'internaute d'un site web à un autre. Donc effectivement, la gestion des cookies, ça on en avait déjà parlé, un peu trop, jugé un peu trop intrusif, on va dire, et trop, voilà, ça trace en fait un peu trop vos activités. Donc du coup, ils essayent de trouver des alternatives qui seraient un peu plus, un peu moins intrusives et un peu plus, je dirais, anonymisées. Voilà. Donc du coup, il est possible, et ça se précise énormément, que vous ne puissiez plus bloquer les pubs de YouTube ou à moins de passer à la caisse et de payer. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Alors, Silver qui nous dit « Le souci, c'est que je veux bien prendre le premium, mais 11 € sérieux, il se fiche du monde. » Alors, de mémoire, je sais plus, on avait lu ça sur un article où il disait que... attends, laisse-moi réfléchir que je dis pas de bêtises. Je sais qu'il avait été question, alors je me souviens plus, il faudrait que je retrouve l'article, mais où il y avait justement cette question de se dire, de proposer un abonnement moins cher, parce que quand vous payez le premium 11 €, vous avez accès à plusieurs services en fait. Vous avez accès du coup à YouTube Premium, mais il y a aussi YouTube Music, enfin il y a plein d'autres trucs. Et je sais qu'il y en avait qui disaient qu'il serait peut-être question, mais je crois que c'était justement à l'occasion de, quand ça commençait un peu à parler de stopper les bloqueurs de pub sur YouTube, qu'il y en a qui disaient potentiellement aussi, si jamais ils stoppent ça, ils vont proposer une alternative peut-être moins chère uniquement sur la partie publicité. Parce que si effectivement tu as déjà, je sais pas moi, tu as déjà Spotify ou Deezer ou un truc comme ça, ou Apple Music, et que ça ne t'intéresse pas d'avoir YouTube Music, tu es tout à fait en droit de consommer YouTube et uniquement de se dire je paye pour pas avoir de pub, tu vois. Donc c'est pas impossible s'ils mettent ça en place qu'ils vont proposer une alternative moins chère, style je sais pas moi, du 3 € par mois ou un truc comme ça, ou 5 € par mois, j'en sais rien. Mais après, ça plus ça fait toujours hyper cher quoi. Enfin, en termes d'abo, t'arrives à des trucs un peu démesurés, un peu. Voilà, quand tu fais le compte à la fin du mois, laisse tomber quoi. C'est chaud quoi. De la vente forcée. Ben oui, oui. Non, mais c'est sûr. Après, encore une fois, mettez-vous dans le contexte. YouTube, un service comme ça, à mettre en place, à faire tourner, j'imagine même pas ce que ça doit impliquer techniquement quoi. Ça doit être méga cher quoi. Enfin. Il y a toute la partie déjà stockage des vidéos, encodage, décodage, etc. Enfin, moi, je pense que ça doit être titanesque, quoi. On ne s'imagine pas. Après, je ne vais pas plaindre Google, hein. Loin de moi cette idée, mais voilà.
Silver qui dit bah oui j'ai Spotify donc YouTube Music. Ah non mais je suis d'accord. Cette offre là un peu totale qui est cool hein, si jamais tu prends tout, mais effectivement après YouTube Music je suis un peu mitigé. Je sais que j'avais testé et je trouve ça l'expérience est quand même bien moins intéressante que si vraiment tu veux écouter de la musique ou autre, que un Spotify, un Deezer ou quoi qui sont vraiment spécialisés là-dessus, qui te font des bonnes playlists, qui te font des suggestions, tout ça. Ouais. YouTube Music, je trouve ça vraiment en dessous quand même. Mais ça me fait tout à fait passer à. Les trucs un peu multiservices comme ça, c'est un peu comme Amazon. Amazon, tu prends un abonnement Amazon Prime, tu as plein d'autres trucs, dont par exemple leur plateforme vidéo. Sauf que tu vas sur leur truc de plateforme vidéo, la Prime Vidéo, c'est largement moins bien qu'un Netflix ou un truc comme ça. Que ce soit en termes du X, en termes de ce qui t'apporte aussi de. Enfin, les prods qui sont dessus et tout. Franchement. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais honnêtement, Netflix ou ce genre de service sont quand même largement au-dessus, je trouve, que Amazon, que Prime Video. Mais parce que c'est un service parmi d'autres, en fait. C'est ça le truc aussi. C'est pas des gens spécialisés. Enfin, des services, pardon, spécialisés. Un dirigeant de... Alors, attendez, que je reprenne les commentaires. Donc, Mokuji, un dirigeant de YouTube avait déclaré aux actionnaires que tout le monde allait prendre labo car ils allaient nous saouler de pub. On voit la technique en action chaque jour. Et ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, il y aura toujours, je pense, des petits malins qui arriveront à contourner, etc., à te mettre en place des choses, c'est sûr. Après, je sais pas, je vous en avais parlé de ça. Je sais pas si ça rentre dans le cadre, mais au-delà des bloqueurs de pub, vous avez des systèmes de filtrage qui peuvent être aussi très efficaces. Je vous en avais parlé d'un, notamment, c'est le P-Hole, si vous connaissez pas. Alors ça, je suis désolé, c'est un peu tech du coup, mais c'est hyper intéressant. Tac, 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 je vais vous partager ça. On va finir vite fait en just chatting, les amis, parce que je pense qu'après, on n'aura pas trop le temps pour les autres articles. Vous avez ce système qui est intéressant, donc ça s'appelle P-Hole. Je sais plus si je l'ai testé, mais j'ai un pote à moi qui l'a testé qui m'a dit c'est super. En gros, c'est une espèce de petit logiciel que vous pouvez installer sur notamment un Raspberry Pi ou ce genre de choses. Donc voilà, vous savez, des espèces de micro-ordinateurs. Hein. Raspberry Pi. Voilà, c'est une petite carte comme ça là. Donc quand vous la recevez, vous pouvez prendre un petit boîtier. Et ça, en fait, vous le mettez sur votre box. Et en fait, ça va agir comme un filtre. Donc vous installez en fait Pi-hole, qui est un truc open source, sur le Raspberry Pi. Vous branchez ça sur votre réseau, donc sur votre box ou autre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes vos requêtes vont être filtrées. Donc à chaque fois, tout votre trafic internet en fait va passer par ce petit logiciel. Et en fait, il y a un répertoire qui est commun à toute la communauté Pi-hole, qui répertorie en fait telle adresse IP, enfin telle adresse IP ou tel nom de domaine, on va dire, est égal à est une pub ou pas. Et à chaque fois, en fait, les gens contribuent. Donc, s'il y a des nouveaux noms de domaine ou des nouveaux trucs qui sont des publicités, je le fais à version courte. Hein. C'est peut-être un peu plus technique que ça, mais pour que vous compreniez. Donc, chaque fois qu'il y aura un appel internet de fait, y compris quand YouTube lance une pub, chaque fois qu'il y a un appel qui est fait, hop, ça va passer par votre trafic. Et si ça a été répertorié comme étant une publicité, hop, ça la filtre automatiquement. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin en fait d'utiliser de bloqueurs de publicité. Ça, c'est le premier truc. Et surtout, toutes les personnes qui sont sur votre réseau, donc typiquement votre grand-mère qui s'y connaît pas trop en technique, elle se branche à la box, elle aussi bénéficiera de ce filtrage et elle n'a pas besoin d'installer un bloqueur de pub. Donc ça, c'est cool. Après, je sais pas si ça aussi, ça rentre en compte ou pas. Est-ce que ça est considéré aussi comme un bloqueur de pub ou pas? J'imagine que oui. Et puis après, autre chose que je pense de toute façon qu'ils peuvent mettre en place YouTube si jamais vraiment les gens arrivent quand même à contourner techniquement, c'est d'intégrer carrément dans le flux. Comme fait par exemple Twitch. Twitch, je crois de mémoire que la vidéo, elle passe directement dans le flux vidéo. Donc là, on peut rien contrôler quoi. Enfin, tu subis la pub et puis c'est tout quoi. Alors, Silver qui dit on voit de plus en plus de services gratuits qui ne le sont plus car l'inflation est partout, donc voilà. Et puis, bon, déjà, le truc, c'est que tout gratuit, j'ai jamais compris, mais bon, passer de 0 à 11 à direct à 11, ça fait mal. Et ouais, c'est sûr. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est l'expression, ouais. Mais bon, jusqu'à présent, ça suffisait avec la publicité et tout. Aujourd'hui, ces modèles sont un peu remis en cause. Bon, ben voilà. Hein. Puis, comme tu dis, l'inflation, tout, ça
ça cherche des sous un peu partout, donc la gratuité n'a pas bonne presse actuellement, ouais. Désolé, oublie des virgules, non, t'inquiète. Mokuji sur YouTube, tu regardes 10 vidéos, tu auras 10 fois la même pub. C'est d'une violence volontaire de leur part. Ah, tu penses que c'est fait exprès de rabâcher pour pousser à consommer? C'est possible. C'est possible. Bon, enfin, je veux te dire, à la télé, c'est pareil. Des fois, il y en a certains. Je vais te dire qu'ils te rabâchaient aussi pas mal la tête. Et les publicités avec de la musique, là, c'est que tu gardes en tête toute la journée. Une horreur, ça. Une horreur. Voilà les amis, on va rapidement, je vais vous résumer juste les deux petites actus que je vais vous partager. Donc déjà effectivement celle-ci était assez intéressante de Presse Citron qui disait que les jeunes cadres préféraient l'argent de Total au toboggan, sous-entendu que voilà, le secteur numérique, entre autres les GAFAM, ne plaît plus tant que ça, notamment pour son côté versatile. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se font dégager régulièrement. Je lisais encore là, je crois que c'est Waze qui va devoir fusionner ses équipes. Enfin, une bonne partie des équipes de Waze a été dégagée. Et donc ils vont mettre en commun Waze et Google Maps sur pas mal de choses. Donc ils cherchent des sous un peu partout. Ouais. Et donc de fait, l'industrie n'attire plus autant que ce qu'elle attirait avant, notamment des cadres et autres. Et donc l'article disait que voilà, il y avait d'autres entreprises et secteurs qui tiraient un peu leur épingle du jeu, notamment la partie alors il y avait le luxe avec LVMH, mais il y avait aussi tout ce qui était aéronautique, société aéronautique. L'aéronautique, pour sa réputation d'innovation, de nouvelles technologies et de bons salaires, figure aussi parmi les secteurs les plus convoités par les jeunes cadres. Les sociétés de ce secteur, dont Airbus, Thales, Safran, Dassault Aviation et Systèmes et l'ESA, font partie du top 15 des entreprises préférées des ingénieurs. Et donc effectivement, ils disent que aujourd'hui, le côté Google, j'ai un toboggan, on arrive tous en short et en t-shirt, ça suffit plus en fait à contrer le côté versatile et puis aussi il faut que ça paye quoi. Donc voilà. Pardon. Dernière chose, Midjourney 5.2, donc Midjourney qui est une IA que vous connaissez probablement, hein, open source, qui permet de faire de la génération de visuels et qui débarque avec sa version 5.2 avec une grande nouveauté, donc ce qu'ils appellent le zoom arrière. En fait, c'est le fait de pouvoir partir d'une image et en fait l'agrandir quasiment à l'infini. J'avais vu des vidéos, je crois c'était sur internet, sur Twitter il me semble. Attendez, si je vais sur Twitter hop, et que je tape Midjourney 5.2, tac, c'était quoi que j'avais vu? Ouais, voilà, c'est ça dans l'idée quoi. Tu pars d'une image en fait et ils vont être capables, l'IA va être capable maintenant d'extend en fait énormément et de grandir quasiment à l'infini une image. Ça c'est l'espèce de grosse nouveauté, le fait de générer comme ça, souvent des vidéos comme ça un peu en marche arrière qui sont assez impressionnantes. Je vais voir ça. Ah ouais, ça marche aussi dans l'autre sens du coup. Ok. Bon voilà, vous pouvez aller vous taper ça sur Twitter, vous avez 1 million d'exemples. C'était pas ça que j'avais vu moi comme exemple, mais bon, peu importe. Vous voyez l'idée. Voilà un petit peu pour les nouveautés les amis que je vais vous partager ce matin.